Madame, Monsieur, bonsoir. Et du football et du sport au menu de questions d'actu ce soir. Si 2022 a été l'année des prouesses pour le Maroc dans le monde sportif, 2023 est celle de la consécration et de la poursuite des ambitions d'une nation résolument footballistique. Après le rêve accompli d'atteindre le carré d'or en Coupe du Monde, le Maroc aspire à accueillir la Coupe du Monde 2030 en candidature commune avec ses voisins de la péninsule ibérique. Trois grandes nations qui respirent le football et une première dans l'histoire, l'Afrique et l'Europe réunies pour organiser une Coupe du Monde. Et comme l'ANI a été ressuscité grâce à nos Lions de l'Atlas, nous continuons à avoir foi en notre potentiel, celui d'une nation jeune, ambitieuse et intimement convaincue de décrocher le sacre d'accueillir en ces terres la grande messe mondiale du football. Et si cette fois était la bonne. Une nation unie derrière un homme, un leader qui œuvre sans relâche pour le développement du football. Des infrastructures en passant par la formation et sans oublier la transparence et la bonne gouvernance. Et c'est pour justement son engagement personnel dans ces domaines que Sa Majesté le Roi Mohammed VI a été consacré par la CAF de son prix d'excellence. Et d'ailleurs, il a rappelé dans son message adressé aux participants des Assises du sport en 2008, le souverain a insisté que le sport, toute discipline confondue, représentait pour le Marocain beaucoup et à quel point le sport était enraciné dans leur identité collective. Alors, Ndirounia. Et pour le débat de ce soir, j'ai le plaisir d'accueillir sur le plateau de questions d'actu si Aziz Daouda. Bonsoir. Khadija, bonsoir. Je rappelle que vous êtes directeur technique et du développement de la Confédération africaine d'athlétisme. Merci d'avoir accepté notre invitation. C'est moi qui vous remercie. Et un plaisir d'accueillir un confrère de Radio Mars. Il s'agit du rédacteur en chef à Radio Mars, Amin Birouk. Bonsoir. Bonsoir, Khadija. Un plaisir de vous accueillir sur ce plateau. Le plaisir est partagé. Marhaba. Alors, messieurs, peut-être déjà un commentaire sur ce prix d'excellence qui a été décerné, donc mardi, hier, à Kigali, à Sa Majesté le Roi Mohammed VI, mais aussi au président rwandais Paul Kagame, donc deux présidents primés. Que représente cela dans... Et qui ont des points communs. Justement, c'était ma question. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire par rapport à l'approche de chacun, justement? Alors, ce sont des leaders de la libération véritable de l'Afrique et de l'exploitation de l'Afrique par l'Afrique. C'est des leaders qui défendent corps et âme le fait que l'Afrique ait été très souvent exploitée, pour ne pas dire longtemps exploitée, et que les richesses africaines ne profitaient pas aux Africains. Sa Majesté l'avait rappelé, tout le monde se rappelle de son discours extraordinaire quand le Maroc a retrouvé l'Union africaine, quand Sa Majesté a dit qu'il était temps que les richesses africaines profitent aux Africains. Sa Majesté partage justement cette vision avec le président Paul Kagame. Et le hasard a fait que ce soit à Kigali, une ville qui a gardé un grand souvenir de Sa Majesté, du passage de Sa Majesté. Les gens se rappellent de Sa Majesté dans les rues et ruelles de Kigali, en train de se promener parmi les gens, discuter avec les gens, voir comment ils vivaient, etc., et communier avec eux. Et nous sommes géographiquement éloignés du Rwanda, mais nous avons beaucoup de points communs. Alors, dans le monde sportif, Amin Birouk, normalement, on consacre des joueurs, des entraîneurs. Quelle est la symbolique de consacrer des chefs d'État, comme ce fut le cas justement ce mardi à Kigali, du souverain et aussi du président rwandais? C'est la consécration d'une vision par rapport au sport. Sa Majesté a établi une vision lors des Assises du sport en 2008 et ça a servi de charte ou de feuille de route pour le sport marocain. Certains ont emboîté le pas, c'est le cas par exemple de la Fédération royale marocaine de football. Ça également englobe une vision sud-sud, une vision purement africaine, puisque la Fédération royale marocaine de football a signé plus d'une quarantaine de conventions avec des fédérations africaines et aujourd'hui, ces sélections nationales viennent établir des rassemblements, disputer des rencontres amicales ou officielles et évidemment, il y a aussi une coopération de cadres. Je rappelle qu'au mois de juin dernier, la première promotion des diplômes CAF Pro englobait 3 entraîneurs africains en plus des cadres marocains qui avaient la possibilité de passer ce diplôme. Et c'est la preuve qu'aujourd'hui, le Maroc met à la disposition de l'Afrique ses infrastructures, son savoir-faire et son hospitalité. Et comment, certainement qu'il y a aussi
cet exploit, cette prouesse à la Coupe du Monde qui a quand même installé une certaine admiration pour le football marocain et africain, justement, à travers ces Lions de l'Atlas. Pour avoir vécu l'aventure au Qatar sur place, oui, je peux dire que le capital sympathie du Maroc n'a fait que croître. Aujourd'hui, le Maroc est considéré comme le porte-drapeau du football africain. C'est la première nation africaine à avoir disputé une Coupe du Monde via des qualifications 70. C'est la première qui a passé le cap du premier tour et c'était le plafond de verre de toutes les nations africaines en 86. Et le Maroc a de nouveau récidivé parce qu'il a réussi à décomplexer l'Afrique. Et aujourd'hui, nous recueillons les dividendes de tout ce qui a été semé à travers la politique sportive menée avec la vision de Sa Majesté le Roi, à travers la politique que la Fédération a mis en place en suivant les préceptes et la feuille de route de Skheirat, infrastructure, formation des jeunes, formation des cadres, académie de sport, pour terminer avec le haut de la pyramide qui est l'équipe nationale de football. Exact. Alors, nous allons bien sûr revenir sur chacun de ces points, mais toujours dans le cadre de ce sacre, de ce prix d'excellence décerné à Sa Majesté le Roi Mohamed VI et au président Kagame. Alors, ce qui a été semé, donc bien sûr, ce prix a été décerné pour leur contribution au changement de leurs pays respectifs et en croyant aux ambitions de leur peuple et que le football peut changer de nombreuses choses dans le continent africain. Justement, qu'est-ce qui a été fait depuis ces assises de 2008 qui a fait que, effectivement, nous pouvons aujourd'hui aspirer à être non seulement dans ce carré d'or de la Coupe du Monde, on y est arrivé quand même, et aussi aspirer à organiser une Coupe du Monde au Maroc. En fait, si Amine le disait très bien, il y a des fédérations, pas toutes hélas, qui se sont inscrites dans la vision, qui ont compris la vision. Peut-être que les autres n'ont pas très bien compris, qui ont compris et qui sont inscrits dans cette logique. Notamment celle du football. Notamment celle du football, puisque c'est du football qu'il s'agit ce soir. Et donc, chemin faisant, chaque année, on a ressenti que quelque chose bougeait dans le football national. Le football national de 2023 ou 2022, puisque nous parlions d'un bilan en 2022, ne ressemble pas à celui des années 80 ni à celui des années 2000. Il y a eu une révolution dans le football marocain. Il y a aujourd'hui que le football marocain domine carrément toutes les compétitions en Afrique. Nous sommes présents à tous les niveaux de compétition en Afrique. Oui. Et avec des titres africains. Et nous sommes aussi présents comme leaders dans le domaine de l'infrastructure, comme leader dans le domaine de l'organisation. Notre championnat est classé meilleur championnat. Notre Botola est classé meilleur championnat d'Afrique. Il y a plein d'indices qui font qu'aujourd'hui, si on se mettait à classer pratiquement toutes les rubriques en ce qui concerne le football, le Maroc est en tête. Et c'est juste la conséquence logique de cette vision royale qui a été mise en application et implémentée par la Fédération royale marocaine de football. Alors justement, juste pour citer un extrait de ce message adressé aux Assises nationales du sport par Sa Majesté le Roi Mohamed VI, l'histoire de notre sport national a inscrit en lettres d'or tous les sacrifices qu'ils ont consentis avec dévouement et abnégation. Pour cela, les équipes et les clubs dont ils avaient la charge tenaient lieu de famille et les joueurs s'apparentaient à leurs propres enfants. Est-ce qu'on peut ressentir cela aujourd'hui avec tous les changements qui ont été opérés grâce à cette vision? Depuis 2008, nous sommes en 2023, 15 ans après. Oui, tout à fait. Si Aziz nous a indiqué quelques paramètres qui ont fait qu'il y a eu ce vent de changement. Skheirat a servi de détonateur. Certains ont emboîté le pas et ont compris le message. Le sens du message, c'est Fouzi El-Qjar, en tant que président de la fédération, a tenu, dès son arrivée à la tête de la fédération en 2014, à mettre en place et à mettre en pratique cette feuille de route. Il y a aujourd'hui des infrastructures qui sont, je dirais, à un niveau exceptionnel. Les terrains de proximité, dans les petits villages, dans les petites bourgades reculées. Les derniers en date viennent d'être inaugurés du côté de Guerguerat. Il y aura un stade d'une vingtaine de milliers de places du côté de Dakhla. Donc il y a un travail en amont qui a été fait à ce niveau-là. Au niveau de la création de l'Académie Mohamed VI en 2008, pour donner à la jeunesse marocaine la possibilité de réaliser ses rêves. Et de se retrouver en Coupe du Monde. Et de se retrouver en Coupe du Monde avec 4 joueurs Absolument. En Coupe du Monde. Et le meilleur est à venir, Inch'Allah. Et puis, il ne faut pas oublier l'ouverture ou l'inauguration du complexe Mohamed VI, qui aujourd'hui est un joyau, peut-être un des centres d'entraînement ou de préparation les plus sophistiqués au monde. Tout cela permet de donner une image positive du Maroc. Et si on arrivait
à donner l'exemple à d'autres pays en Afrique. Et si ces pays en Afrique pouvaient emboîter le pas au Maroc, je pense que le développement du sport par les Africains, pour les Africains, et notamment dans le domaine du football, servira certainement de détonateur pour la jeunesse africaine. Alors, vous avez dépeint un tableau plus que parfait, mais il y a bien sûr quelques imperfections, peut-être du fine-tuning, hein, si même on peut appeler cela ainsi, que nous allons discuter après. Alors, vient de se joindre à nous depuis nos studios à Dakar. Il représente un peu la société civile en tant que président fondateur de l'association Tibu Africa qui œuvre justement dans le domaine sportif. Mohamed Amin Zariat, bonsoir. Bonsoir Khadija, bonsoir à mes collègues qui œuvrent chaque jour pour le développement du sport au Maroc et dans le continent africain. Et c'est ce que vous faites aussi, alors justement cette consécration du travail du souverain, peut-être d'abord un commentaire, vous qui travaillez sur le terrain, quelles sont aujourd'hui les étapes qui ont été, ou plutôt, quels sont les acquis en termes de développement du sport dans notre pays? D'abord, c'est une fierté. Je félicite Sa Majesté le roi Mohamed VI pour ce prix, pour cette consécration. Et ce qu'il faut aussi souligner, c'est qu'il ne faut pas du tout négliger 4 référentiels stratégiques, notamment la Constitution, qui justement donne le droit au sport à chaque citoyen dans la mesure où il représente justement un levier incontournable au développement humain. Deuxième référentiel stratégique, c'est la lettre royale adressée aux participants aux Assises nationales du sport, ayant donné naissance à plusieurs chantiers de refonte et du développement de la pratique sportive. Troisième référentiel, le NMD, qui préconise de faire du sport un vrai levier de développement, d'inclusion et aussi de développement humain. Et en dernier, c'est le programme gouvernemental dans l'élaboration d'une politique sportive publique répondant aux besoins des territoires. Très bien. Alors, place à présent cette candidature commune Maroc, Espagne, Portugal pour accueillir cette Coupe du Monde 2030. Il s'agit ici d'une autre surprise hier à Kigali. C'était attendu selon vous, Amine Birro? Qu'est-ce que vous, en tant qu'observateur du monde sportif et donc journaliste aguerri, on s'attendait, bon, il y avait quelques rumeurs sur les réseaux sociaux. Il y avait quelques rumeurs, il y avait aussi un travail d'investigation qui avait été fait par des médias espagnols proches de la fédération et je dirais du comité de candidature commun Espagne-Portugal. Et visiblement, ça s'est concrétisé dans les jours qui ont suivi. Ce qui est important dans tout ça, c'est qu'il y a une complémentarité entre le sud et le nord de la rive méditerranéenne. Nous avons une histoire commune, un patrimoine commun, une même passion pour le football, une proximité géographique qui est un avantage. Et je dirais que ce qui est important dans tout ça, c'est que finalement, l'Espagne et le Portugal considèrent le Maroc comme un partenaire viable, un partenaire de confiance. Parce que finalement, je dirais, le meilleur allié pour cette candidature, c'est le Maroc. Parce qu'il a un savoir-faire, il a des infrastructures, il a un public qui est passionné, et ça garantit, en cas d'attribution de l'organisation de la Coupe du Monde 2030 aux 3 pays, une réussite à la fois populaire et sportive. Et peut-être aussi économique, parce qu'au-delà du football, Aziz Daouda, c'est un rapprochement inédit. Comment justement optimiser le plein potentiel de ce rapprochement? Et qui prend naissance à partir de ce qui nous unit dans cette région du monde. Il ne faut pas oublier que démographiquement, c'est quasiment la même population. Nous sommes séparés par 14 km de mer, un petit bout comme ça, c'est pas énorme. Il y a des lacs en Afrique qui ont une largeur beaucoup plus grande. Nous sommes, la religion ou les religions nous ont séparés, mais il ne faut pas oublier que pendant des siècles, nous avons constitué le même État, le même pays, le même empire. Et que nous avons contribué pour beaucoup, les populations de ces 3 pays aujourd'hui distincts politiquement ou distincts, si vous voulez, sur le plan des frontières, nous avons pour beaucoup contribué dans les civilisations mondiales. Nous avons contribué dans le savoir, nous avons été un acteur incontournable pendant des siècles dans le développement de l'humanité.
Et peut-être que cette Coupe du Monde va être l'occasion de rappeler justement au monde entier cette dimension qui n'existe que dans cette partie-là de la Méditerranée. Jamais il y a eu autant de complémentarité, mis à part si on accepte bien sûr l'Empire romain qui dominait un peu le sud et le nord, mais comme impact notamment civilisationnel, jamais aucune région aussi diverse n'a contribué autant dans le développement. Est-ce que pour les autres peut-être disciplines, cela a déjà été le cas, c'est-à-dire une compétition qui réunit l'Afrique et l'Europe? Non, jamais. Donc c'est une première de l'histoire sportive, pas que footballistique. C'est une première de l'histoire, mais il faut rappeler que cette candidature avait été envisagée et que l'UEFA était contre. L'Union européenne du football était contre. Mais aujourd'hui, elle se concrétise. Pourquoi? Parce que d'abord, il y a une volonté politique derrière. Ce n'est pas pour rien que ce soit Sa Majesté qui a eu la primeur d'annoncer cette candidature. Donc, c'est un honneur qui a été fait au Maroc que ce soit Sa Majesté qui annonce cette candidature tripartite, d'un côté. Mais d'un autre côté, il y a derrière ça une volonté de montrer qu'il est possible, malgré les différences, malgré toutes les problématiques politiques qui peuvent exister entre le Nord, le Sud, etc., qu'il y a moyen de faire des choses en commun. Il y a moyen de construire en commun des passerelles de collaboration, de coopération, etc. Ce qui s'est passé dernièrement avec l'Espagne n'est pas étranger à cette candidature commune. Vous voyez, c'est un continuum. Quand vous dites passerelle, il y a aussi peut-être ce projet d'interconnexion qui peut voir le jour grâce justement... Bien sûr, qui a été remis au goût du jour, qui est à l'étude et qui va probablement se concrétiser. J'espère qu'il se concrétise pendant qu'on est encore là, nous trois ici. Ce qui est dommage, c'est qu'on tablait sur une intégration économique régionale, à savoir sur le Maghreb, alors que les dessins, en tout cas ce qui se profile, c'est plus une intégration économique vers le nord et vers le sud. Parce que nous avons tendance en général à penser que nos points communs ne sont que vers l'est. Alors qu'en fait, nous avons beaucoup de points communs vers le nord et vers le sud. Mais c'est dommage qu'on ne voit pas à l'est qu'on a beaucoup de points communs. Écoutez, ça n'est pas un manque de volonté du Maroc, à ce que je sache. Il y a des circonstances que nous sommes en train de vivre depuis malheureusement quelques décennies. Mais cela ne saurait tarder, ça va changer un jour. Oui, un commentaire justement sur cette intégration sportive, économique, géopolitique aussi, qui s'étend plus vers le nord que vers l'est. Et ce projet, porté d'ailleurs par Sa Majesté Hassan II, de cette union du Maghreb, du Grand Maghreb. Mais il y a aussi, si je ne m'abuse, dans les années 80, une proposition de feu Hassan II d'intégrer à l'époque la communauté économique européenne. Certains avaient crié à l'hérésie, mais finalement, elle peut se faire par le biais du sport. Aujourd'hui, il y a une communauté marocaine importante qui est dynamique dans plusieurs pays européens. Nous sommes la première communauté étrangère en Espagne. Il y a aussi des barrières, je dirais, socio-culturelles qui sont en train d'être abattues parce que les citoyens marocains prouvent que ce sont des citoyens modèles, qu'ils peuvent s'intégrer. Les sportifs marocains, notamment les footballeurs, sont en train d'éclore. Et c'est une génération de joueurs marocains résidant à l'étranger qui est en train de donner également un exemple positif de ce qu'est le Maroc. C'est dommage que finalement l'intégration ne se fasse pas à l'Est. C'est indépendant de notre volonté. Sa Majesté a tendu la main à plusieurs reprises à nos voisins. J'espère qu'à un moment, le Maghreb des peuples finira par l'emporter sur certaines contingences qui nous séparent en ce moment. Et avant que ce brainwashing intense qui se fait justement vis-à-vis de la population, notamment algérienne, il faut nommer les choses, ne fasse vraiment son effet et impacte toute une génération de jeunes Algériens. Un commentaire... Mohamed Amin Zariat, vous qui êtes dans l'associatif, dans l'association qui œuvre pour le sport, pour ces jeunes que vous accompagnez, que représenterait, on n'a pas encore décroché en tout cas on est candidat pour accueillir la Coupe du Monde, mais que représenterait le fait de vivre une Coupe du Monde ici au Maroc pour ces jeunes pépites que vous accompagnez? Alors depuis hier, sur les réseaux sociaux, je remarque un peu les commentaires, les réactions des jeunes. Ça inspire, ça donne confiance et aussi ça développe aussi l'estime de soi de tous les jeunes Marocains. Et franchement, une Coupe du Monde au Maroc va
va accélérer aussi les différents chantiers qui sont lancés, notamment dans le domaine du sport et dans le domaine aussi de la filière du sport pour le développement. Et franchement, nul ne peut contester l'impact du sport dans le développement économique et social du pays. Il existe aujourd'hui des illustrations significatives de l'impact du sport dans les différents secteurs au Maroc, que ce soit sur le plan économique, en termes d'investissement, en termes aussi d'infrastructures, de contribution au PIB, au niveau social également, sur le volet éducation, sur le volet formation, sur le volet cohésion sociale et stabilité sociale, mais aussi sur le volet culturel et touristique. Et ce qu'il faut aussi souligner, c'est que ces deux annonces, notamment la distinction de Sa Majesté et l'annonce par rapport à la co-organisation de la Coupe du Monde 2030 entre le Maroc, l'Espagne et le Portugal, coïncident aussi avec la célébration de la Journée mondiale du sport pour le développement et la paix qui... Enfin, dans quelques jours, on va célébrer le 6 avril 2023. Et rappelons aussi que cette journée a été proposée par le Royaume du Maroc et a été proclamée par les Nations Unies pour devenir une journée mondiale. Et donc, nous allons célébrer dans quelques jours le sport pour le développement, le sport pour la paix. Et je suis très fier d'annoncer aujourd'hui dans ce plateau que Tibu est invité aux Nations Unies le 6 avril pour présenter ces solutions à fort impact social, ces programmes qui visent notamment l'éducation, l'insertion professionnelle, mais aussi l'entrepreneuriat des jeunes et des femmes. Oui, en effet, cette annonce-là va sûrement, ou en tout cas booster, accélérer les filières du sport pour le développement, mais aussi pour développer les infrastructures. Messieurs, nous en sommes où ? Nous avons des stades qu'il va falloir peut-être améliorer, perfectionner. Mais il faut... 6 grands stades de haut standing sur l'ensemble du pays. Ce qui est important dans tout ça, c'est qu'au départ, il y avait une candidature Espagne-Portugal avec la part du Lion pour les stades espagnols. Ils étaient à 11 stades sur 15, okay, avec des stades à Porto et à Lisboa pour le Portugal aujourd'hui. C'est une répartition qui sera plus équitable. Ça permettra de développer davantage nos infrastructures, nos stades de Marrakech, de Tanger, de Rabat, d'Agadir, des stades qu'il va falloir rebooster, remettre au goût du jour, peut-être en les couvrant davantage, en offrant beaucoup plus de facilités. Je pense que le Maroc est outillé dans ce domaine. On est outillé également en termes d'infrastructures routières, aéroportuaires, le train grande vitesse. Tous ces projets vont être des catalyseurs pour donner davantage de lustre à cette candidature commune qui a toutes ses chances. Il va falloir faire nos calculs, sachant qu'en face, nous allons avoir une candidature sérieuse, c'est celle des 4 pays latino-américains qui espèrent fêter le centenaire de la Coupe du Monde ensemble, Argentine, Uruguay, Chili et Paraguay, en attendant une hypothétique candidature un peu plus hétéroclite qui rassemblerait l'Arabie saoudite, l'Égypte et la Grèce. Un mot sur justement d'abord, parce qu'il s'agit d'abord avant tout d'infrastructures, bien sûr sportives, il y a les autres infrastructures, nous allons en parler aussi, mais d'abord un mot sur ces infrastructures footballistiques et notamment les stades. Vous n'avez pas évoqué le stade de Casablanca ? Écoutez, c'est dans les cartons, il va falloir quand même qu'on accélère. Le projet était viable, c'est un stade de 80 000 personnes. C'était le stade qui devait abriter l'ouverture et la finale de la Coupe du Monde dans le dossier de candidature de Maroc 2026. Espérons que ça puisse voir le jour et qu'on puisse, d'une façon ou d'une autre, avoir une agglomération comme le Grand Casablanca, disposer d'un stade hyper moderne, un stade qui puisse répondre aux aspirations du public marocain. Et il est grand, le public casablancais, au-delà même d'accueillir la Coupe du Monde. Alors, vous faites bien de rappeler que, effectivement, le Maroc avait déjà déposé pour 2026 sa candidature pour accueillir la Coupe du Monde de cette année. Il y a aussi d'autres fois ou d'autres tentatives du Maroc à Aziz Daouda. 5 au total, Nous sommes un 2010, 2006, 98 et 94. Multirécidiviste. Ça résume bien la situation. Je pense qu'on ne lâche pas l'affaire. Exactement. C'est dire que ça se conçoit dans un continuum, c'est une stratégie. Parce que le Maroc considère que l'organisation d'une telle manifestation
ce n'est pas tellement pour la manifestation elle-même, mais le Maroc la conçoit comme un accélérateur de développement. C'est un projet fédérateur qui va booster avec des deadlines, parce que c'est ça aussi, avec des deadlines qui sont incompressibles, et la possibilité donc de mettre tout le monde au travail, tout le pays au travail, pour réaliser les infrastructures qu'il faut. Et ces infrastructures ne seraient pas réalisées pour la Coupe du Monde uniquement, c'est des infrastructures qui seraient réalisées pour le développement du Maroc. Aujourd'hui, la situation est que dans les candidatures précédentes, on présentait des maquettes, des projets, etc. On disait qu'on était en construction. Et nous avons tenu parole, parce qu'il faut se rappeler que le Maroc avait dit que même s'il n'obtenait pas l'avant-dernière édition, notamment, ça avait été précisé, il allait continuer dans son programme d'infrastructure. Et il l'a fait, il a tenu parole. Aujourd'hui, nous avons réalisé quasiment la totalité des infrastructures pour lesquelles on s'était engagé à l'époque. Aujourd'hui, nous sommes capables de recevoir la Coupe du Monde. Parce que, vous savez, il y a... Parce que, en fait, juste pour rappeler, parmi les raisons qui ont été soulevées justement par le comité de la FIFA, c'était des faiblesses techniques, d'ordre technique. Vous savez, ils peuvent dire ce qu'ils veulent. C'est de la politique. Oui, moi, je ne fais que relater. Hein. Moi, je vous dis ce qu'il en est. Après vous commentez, en effet. C'est de la politique. C'est-à-dire, bien sûr, quand on ne vous accorde pas quelque chose, on va vous trouver un petit défaut en vous disant, oui, vous manquez malheureusement, vous étiez presque prêt, mais vous manquez ceci ou cela. Ouais. Bon, aujourd'hui, écoutez, la FIFA s'est trouvée dans une situation difficile il y a 2 mois. Un pays s'est désisté pour l'organisation du Mondialito. Et vers quel pays il s'est retourné? Le Maroc. Et le Maroc a relevé le défi en 40 jours. En 40 jours, nous avons été capables de recevoir une compétition quand même d'un certain niveau, parce qu'il s'agit des plus grands clubs du monde qui se sont produits chez nous. Et ça s'est passé d'une manière impeccable. Les stades étaient prêts. Il y a eu de petits aménagements, mais c'est juste pour recevoir la compétition, parce qu'il faut toujours de petits aménagements la veille d'une compétition. Ils ont été réalisés dans les règles de l'art, et nous avons été fin prêts. Aujourd'hui, nous sommes prêts. Nous ne l'étions pas il y a 10 ans. Aujourd'hui, nous sommes prêts. Parce que les stades dont on parle, ils sont aux normes. Bien évidemment, quand on voit un stade, si vous construisez un stade en 2023, il ne ressemble pas à un stade que vous avez construit en 2020, ou en 2021, ou en 2019, etc. Donc, chaque jour, chemin faisant, les stades évoluent, changent de... Oui, mais le niveau d'exigence aussi. Quelle exigence ? Il faut des aires de jeu. Il faut des aires de jeu. Nous avons aujourd'hui des aires de jeu qui n'ont rien envié à personne au monde. Nous avons parmi les meilleures pelouses au monde sur nos stades marocains. Si vous jouez à Tanger, c'est comme si vous jouez en Espagne. Il n'y a pas de différence. C'est les mêmes types de pelouses. Okay. Nous avons des stades très fonctionnels. Bien évidemment, ils sont d'un autre âge parce qu'ils ont été construits il y a une dizaine d'années. Mais c'est des petits aménagements qu'il faut apporter. Parce que l'exigence, en fait, c'est de bien recevoir les équipes, de bien recevoir le public et de permettre que la compétition se passe dans les règles de l'art, au point de vue sécuritaire, etc. Maintenant, le stade, qu'il soit couvert, pas couvert... Le verdict va être rendu en 2024. Oui. Là, vraiment, il va falloir batailler d'ici 2024. Assez short, quand même. Oui, mais... Ce sont des délais très courts. Oui. Donc, il va falloir une politique de lobbying assez efficace, parce qu'il va falloir convaincre 106 votants. 106 pays. Il faut rappeler aussi que la règle a changé. Auparavant, c'était le comité exécutif qui désignait le pays organisateur. Depuis, c'est l'Assemblée générale, c'est 211 fédérations, one vote, one country. 211 fédérations. Parce qu'il y a des pays, par exemple la Grande-Bretagne, il y a l'Écosse, l'Angleterre, le Pays de Galles et l'Irlande du Nord. Donc, ce sont 211 fédérations aujourd'hui qu'il va falloir convaincre. L'avantage est un avantage important, c'est que le Maroc sera le porte-drapeau de l'Afrique. L'Afrique, c'est 54 pays. Si on prend en compte également que la candidature européenne sera unique et que tous les Européens se masseront massivement derrière l'Espagne et le Portugal, si on arrive à grignoter des voix sur le continent asiatique, je pense que ça le fera. Le plus important, c'est d'arriver, pendant cette année, à convaincre de la viabilité de ce projet à 3, avec des partenaires qui sont égaux, l'Espagne, le Maroc et le Portugal. Il y a aussi une candidature qui n'a pas été encore confirmée, celle de l'Arabie Saoudite, de l'Égypte et de la Grèce. Elle est plus hétéroclite, et donc on va voir dans quelle mesure elle va voir le jour, parce que le plus important, c'est... Les gens en Arabie Saoudite ont compris que la Coupe du Monde au Qatar avait permis de développer le pays, de donner une image. Et le soft power, et le soft power aujourd'hui est une arme importante via le sport. L'Arabie Saoudite est en train de se mettre à la page avec différentes manifestations sportives, un Grand Prix de Formule 1, le Dakar, la Super Coupe d'Espagne qui est organisée depuis 4 ans sur place. Donc il y a un retard qu'ils essaient de rattraper, et rien de mieux que la Coupe du Monde pour pouvoir
pouvoir accueillir le monde et pouvoir faire en sorte que ce soit encore mieux qu'en 2022. Mais la voix de la raison ne voudrait-elle pas que s'il y a un pays arabe qui s'annonce, que les autres pays arabes marchent derrière lui et le soutiennent pour l'organisation de la Coupe du Monde, d'autant plus qu'il Après, dans le monde où on vit, la raison, oui, tout elle à a fait. plus vraiment D'autant sa plus place. que nous avons été persévérants. Il faut rappeler qu'après l'exploit de 86, Hassan II avait annoncé tout de suite que le Maroc serait candidat à 94. Aujourd'hui, 2022 n'est qu'un accomplissement de cette volonté de pouvoir abriter la Coupe du Monde et que ça serve de détonateur ou d'accélérateur pour le développement d'un pays qui s'appelle le Maroc. Je pense aussi, selon vous, Mohamed Amin Zariat, que le Maroc réussisse le coup de co-organiser cette Coupe du Monde aux côtés de l'Espagne et du Portugal? Alors, rappelons qu'il y a aussi la Coupe d'Afrique. Et bientôt, Inch'Allah, on va avoir les résultats pour le pays qui va organiser la Coupe d'Afrique en 2025. 25. Et on a vu plusieurs ministres du gouvernement du Royaume qui se sont déplacés dans plusieurs pays du continent africain pour présenter aujourd'hui le dossier du Maroc afin que ces pays frères et ces pays voisins votent pour le Maroc pour l'organisation de cette Coupe du Monde d'Afrique. Donc le Maroc a déjà commencé le travail avec le travail de lobbying pour cette Coupe du Monde 2030. Donc il y a cette vision lointaine de Sa Majesté, mais aussi de l'ensemble des parties prenantes qui sont derrière ce genre de dossier. Et je pense que le fait aussi que les relations avec l'Espagne ont repris et ont pris justement un chemin qui est positif et un chemin où il y a de l'impact sur l'ensemble, on va dire, des volets, que ce soit économique, social, discussion bilatérale, etc. Et donc tout ça favorise à ce que le trio Maroc, Espagne et Portugal gagne cette, on va dire, organisation de la Coupe du Monde 2030. Je viens de rappeler qu'avant la Coupe du Monde, il y a cette CAF. En effet, la visite d'inspection est prévue pour très bientôt au Maroc. Alors, il y a eu comme un vent de parasitage sur cette candidature du Maroc d'accueillir la prochaine CAN, donc pour 2025. Et soudain, en fait, ce qui était sûr l'est un peu moins, Aziz Daouda. Écoutez, la situation que nous vivons depuis quelque temps dans la région fait qu'à chaque fois que nous avons fait un pas vers quelque chose, très vite, certains se mettaient à nous courir derrière. Bon, je pense que si la logique devait être respectée, c'est le Maroc qui doit recevoir cette coupe. Si le comité de la CAF ne faisait pas beaucoup de politique et qui faisait que dans le sport, c'est au Maroc que cette coupe reviendrait, pour la simple raison que c'est le pays qui présente les meilleures garanties de réussite de cette compétition. Il l'a prouvé lors de la CAN féminine, il l'a prouvé au Mondialito, il le prouve tous les jours. Et il le prouve tous les jours parce que son championnat, c'est le meilleur, ses clubs sont les meilleurs, son équipe nationale est la meilleure, ses infrastructures sont les meilleures. Alors, qu'est-ce qu'il faut d'autre pour pouvoir avoir le privilège d'accueillir cette Coupe d'Afrique? Bien évidemment, certains ne le voient pas du même œil, mais la logique est là. Maintenant, si la CAF faisait plus dans le politique, il peut y avoir des lobbying, des intérêts par-ci, par-là qui pourraient entraver cette candidature. Mais ce serait dommage pour l'Afrique. Ça n'est pas le Maroc qui perdrait. Est-ce que c'est très objectif? Non, c'est très objectif, je vous dis. Parce que le Maroc, écoutez, la dernière grande manifestation footballistique que le Maroc a organisée, c'est la Coupe féminine, la Coupe d'Afrique féminine, la CAN féminine. Ça a été une réussite de niveau mondial. Les stades étaient pleins, le spectacle était extraordinaire, tout le monde est parti satisfait. Très grande compétition. Très juste, l'équipe du Maroc a perdu en finale, ça n'a dérangé personne, c'était sportif, il y avait du fair play, il y avait tout ce qu'il faut. D'accord ? Revenons en 2019, nous avons abrité ici même à Rabat et dans la région les Jeux africains. C'était la première fois où les 54 pays s'étaient déplacés avec des effectifs invraisemblables de sportifs. Et les Jeux se sont passés dans des conditions extraordinaires et tout le monde est reparti satisfait.
Les Jeux devaient avoir lieu en 2023 au Ghana. Ils n'auront pas lieu en 2023 au Ghana. D'abord, le Maroc avait tenu son engagement. La date, etc., avait été respectée. Le Maroc avait tenu son engagement au point des infrastructures, de la qualité de l'accueil, de la qualité de l'organisation, etc. Organiser des Jeux, c'est beaucoup plus compliqué que l'organisation d'une Coupe du Monde. Beaucoup plus compliqué parce que vous avez une multitude de sports avec des habitudes et des modes de vie différents. C'est très compliqué d'organiser des Jeux. Et même sur les infrastructures sportives, c'est pas qu'une pelouse et un terrain de foot. Exactement. Il y a des piscines, il y a de l'eau, il y a du matériel lourd. Et ça a été une grande réussite. Les Africains ont vu que le Maroc était capable d'abriter ces Jeux et au-delà. Donc une coupe d'Afrique au Maroc, je pense que le mot est venu d'abord parce que ça fait longtemps qu'on ne l'a pas organisé. Ça remonte à 88, je crois. Donc ça fait un bout de temps. Et aujourd'hui, nous sommes le pays qui donne le plus de garanties. Oui. Alors, justement, en parlant de garantie, certainement, tous les acteurs concernés vont mettre la main à la pâte et vraiment, je pense qu'ils ont déjà commencé. Hein. Alors, il s'agit bien sûr des ministères, Amine Bello. Oui, tout à fait. Il s'agit des collectivités territoriales. Bien sûr. Et des entreprises et établissements publics. Tout à fait. Oui, mais il y a un budget pour tout cela. Tout cela a été budgétisé. Aujourd'hui, si le Maroc s'est lancé dans l'aventure, ou plutôt candidate pour organiser la CAN 2025, c'est qu'il y a eu une étude sérieuse, rigoureuse, et puis il y a aussi l'expérience de la CAN précédente, la CAN féminine, où on ne tablait pas sur un engouement aussi important sur le plan populaire et sportif, et ça a été une réussite. Aujourd'hui, ce qui compte, c'est que le Maroc veut organiser la CAN. Il a des prétentions qui sont légitimes, puisque c'est Aziz a rappelé que depuis 1988, nous n'avons pas pu l'organiser. Et à l'époque, nous l'avions organisé par défaut après désistement d'un pays, la Zambie. Et puis ce qui est certain aujourd'hui, c'est que nous avons le meilleur dossier technique. Je rappelle qu'il y a plus de 180 journalistes venus du continent qui ont été invités à visiter les infrastructures du Maroc pendant le Mondialito. Tous aujourd'hui ne jurent que par la compétence et le savoir-faire marocain. Il va falloir bien évidemment qu'on puisse capitaliser sur cet élan de sympathie envers le Maroc. Il va falloir convaincre les membres du comité exécutif de la CAF que nous avons le meilleur dossier. Il y a une visite d'inspection qui se fera au mois de mars, oui. Pendant 24 mars. le match Maroc-Brésil. C'est entre le 22 et le 26 mars, donc ça tombera pile poil sur le match Maroc-Brésil, qui sera une grande fête populaire, une grande fête de sport, et ça prouvera à nouveau à ces personnes qui viendront nous noter que le public marocain répondra au rendez-vous, que les infrastructures sont au niveau, et qu'il n'y a pas meilleur candidat que le Maroc pour l'organisation de la CAN 2025. Mais encore une fois, la politique s'en mêle. C'est indissociable du sport. Et si la politique s'en mêle, oui. Il va falloir rappeler que nous avons un comité exécutif qui a pendant longtemps, tout simplement, non pas, je dirais, reconnu l'importance sur le plan géopolitique, géostratégique du Maroc. Ce comité exécutif, il va falloir le convaincre. Il y a les amis du Maroc, il y a des plus sceptiques. Eh bien, c'est tout un travail qui est fait par la diplomatie marocaine. Aujourd'hui, on doit parler de diplomatie sportive, on doit mettre en valeur cette diplomatie sportive, et ça commence par ce qui s'est passé à Kigali, puisque c'est un grand événement. La reconnaissance et le prix qui a été décerné à Sa Majesté le Roi en est la preuve. Il y a un travail en coulisses qui va être fait, un travail avec de la conviction, avec des valeurs, et le Maroc aujourd'hui est prêt à relever ce défi. Et prêt à relever un autre défi, c'est d'affronter le Brésil, déjà pour nos Lions de l'Atlas. Un petit mot sur cela. Je vais commencer par vous, Amine Zriat, sur ce match l'on s'apprête à suivre. C'est une rencontre au sommet entre le Brésil, qui n'a pas fait une brillantissime Coupe du Monde, et nos Lions de l'Atlas. Alors, c'est un match, certes c'est un match amical, ça va permettre aussi aux membres de l'équipe nationale de se retrouver, mais aussi à Walid Regragui, qui est le coach sélectionneur de l'équipe nationale, de voir comment les joueurs qui ont évolué à la Coupe du Monde, comment ils évoluent, et aussi les nouveaux, parce qu'il y a eu plus de 5 ou 6 nouveaux qui ont rejoint l'équipe nationale pour ces 2 prochains matchs amicaux. Et aussi, c'est une étape importante pour le public, pour les fans de l'équipe nationale. Et comme vous l'avez bien souligné,
pour les acteurs qui vont venir, on va dire, noter le Maroc sur le côté organisationnel, sur le côté infrastructure. Et aussi, ça va nous rappeler les différents moments qu'on a tous vécus ensemble comme pays lors de la Coupe du Monde. Justement, il y a eu ce mondialito, il y a ces deux événements, donc le match Maroc-Brésil et Maroc-Pérou, et cette sélection nationale avec des nouveaux arrivants, et surtout ce nouveau concept que d'autres pays africains commencent à remettre au goût du jour, c'est les binationaux. Aziz Daouda. D'abord, en ce qui nous concerne, nous avons toujours considéré les Marocains résidant à l'étranger comme des Marocains à part entière. Bien sûr, certains ont voulu rejoindre l'équipe nationale, d'autres pas, libre à eux justement de le faire ou de ne pas le faire. Mais aujourd'hui, il y a un engouement autour de l'équipe nationale du Maroc. C'est que cette équipe n'a plus rien à envier à aucune autre équipe. Le fait d'ailleurs que le Brésil vienne se déplacer ici, c'est parce que c'est au vu du niveau du Maroc. Le Brésil n'est pas un sparring partner que n'importe quelle équipe peut rencontrer. C'est parce que c'est le Maroc que le Brésil a accepté de faire ce match. Et ça va être une rencontre vraiment, quoi qu'elle soit amicale, mais une véritable rencontre de football, et où on va voir de belles choses. Parce que dans les matchs amicaux, il y a moins de pression et les joueurs, s'ils sont lâchés par leurs coachs respectifs, s'ils sont mis en confiance, pourront nous montrer des choses merveilleuses. Le Maroc a été, disons, pas le Brésil de la Coupe du Monde, mais il a été la meilleure équipe technique de la Coupe du Monde. Aucune équipe n'a joué aussi bien que le Maroc. Aussi, les gestes des joueurs marocains, il y a eu des choses fantastiques. Quand on revoit maintenant, parce que sous pression, l'anxiété faisant, on ne voyait pas les choses. Mais là, aujourd'hui, quand on revoit certaines séquences, on se dit, mais c'est pas possible. Comment ils font, ces joueurs, pour être aussi performants aussi. Et donc, ça va être un très grand match. Mais c'est aussi une occasion pour attirer encore une fois le regard sur le Maroc et sur les infrastructures marocaines, parce que le Brésil, c'est quand même le représentant de l'Amérique latine, grand fief un autre grand fief du football mondial. Donc ça nous replace au niveau mondial, c'est-à-dire on rappelle très vite la Coupe du Monde, c'est ça qui est extraordinaire dans ce match. Le Brésil est suivi sur le plan médiatique, il y a beaucoup de stars au Brésil, etc. Bon, maintenant il y a des problèmes en équipe nationale du Brésil, parce que le football brésilien a quand même subi vit quelques problèmes depuis un certain temps. Il est pompé par le football européen, et donc il y a des difficultés à former des équipes nationales au Brésil aujourd'hui. Mais dans n'importe quel cas, ça va être un très grand match, une très grande rencontre, et un moment où on va encore revoir certaines stars marocaines et autres sur une pelouse. Les joueurs marocains nous manquent. Oui, c'est sûr. Ils ont fait partie de notre quotidien pendant un mois. Absolument. Amine Birouk, et aussi un mot sur cette sélection brésilienne qui va affronter les Lions d'Atlas. Écoutez, le rêve de tout joueur, c'est d'affronter le Brésil. C'est sûr. Et le fait que le Brésil vienne à Tanger, c'est la première visite du Brésil au Maroc. Il y a eu 2 rencontres auparavant, précédentes, 97 à Belém et en 98 en Coupe du Monde à Nantes. C'est le Brésil qui a été demandeur. Finalement, c'est le meilleur cadeau qu'on pourrait offrir au public marocain pour ses retrouvailles. Ndirounia, et je pense que Donnania, en tirant, je dirais, le Brésil comme adversaire, comme sparring partner, il faut aussi rappeler que le contexte ne nous offrait que des équipes latino-américaines pour cette entrée, puisqu'il y a les éliminatoires de la CAN, il y a les éliminatoires de l'Euro, et donc on s'est rabattu sur le continent sud-américain. On avait le choix entre les champions du monde qui ont préféré affronter des adversaires de moindre calibre pour retrouver leur public, et le Brésil qui est en reconstruction, mais un Brésil avec des éléments qui sont très jeunes, qui vont devoir se mettre sur orbite pour l'échéance 2026. Vous savez, au Brésil, c'est un drame de ne pas gagner la Coupe du Monde depuis 2002, et ce sera le challenge à relever pour cette nouvelle génération. Nous suivrons certainement avec beaucoup d'intérêt. Merci beaucoup, messieurs. Merci à Aziz Daouda. Mais c'est le Maroc le prochain vainqueur de la Coupe du Monde. Il faut que les Brésiliens le sachent. Ils vont l'apprendre à Tanger. Merci, c'est Aziz. Merci, Aziz Daouda. Merci, Amine Birouk. Merci. Et merci à vous également, Mohamed Amin Zaliat. Merci d'avoir été avec nous depuis Dakar, depuis nos studios à Dakar. Et merci à vous pour votre fidélité à l'émission. Très bonne soirée à tous.